Salam les rouillas, la baisse? Tranquille? Calme-toi. Aujourd'hui, on aborde une nouvelle fois les WD-40 Squad, mais en clade de chasse, ou Hunter Clade pour ceux qui sont anglophones là. Alors, abordons tout de suite la même chose qu'avec les Aedari, les vaisseaux mondes, les Craft World. Regardons la plaque de données d'équilibrage du deuxième trimestre 2022 de Games Workshop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les clades de chasse? On nous dit quelque chose qui fait que enfin, cette team de White Dwarf devient très intéressante. J'ai pas dit intéressante, j'ai dit très intéressante. Tu vois le reflet du Halo Ring là dans mes lunettes là? C'est stylé, hein? Attends, hop, t'en branles, hein? Calme-toi, la suite. Les impératifs doctrinaires peuvent être choisis à chaque tournant au lieu de 2 fois par bataille. On le verra après, mais ça c'est déjà très bien. Ignorer, ça c'est le must du must. Ignorez l'effet de décrépitation de chaque impératif au premier tournant où il est actif pour votre kill team durant la bataille. Et enfin, une autre très bonne nouvelle, vous pouvez prendre un agent supplémentaire, donc votre leader est 9 agents de base, maintenant c'est votre leader et 10 agents, et elle peut inclure jusqu'à 3 mitrailleurs sans tenir compte des agents sicariens. Ça, en réalité, ça va pas être si fifou que ça. Maintenant, passons à la kill team. Paf! Magie, hein? Ah, je suis pas sur la bonne page, j'ai un peu triché, j'ai regardé avant. Calme-toi. La clade de chasse. Ils ont l'archétype reconnaissance, recherche et destruction. En termes d'agents, on va pouvoir avoir soit un leader, Ranger Skitari Alpha avec fusil galvanique cross, pistolet à radium 2 mètres et arme énergétique, donc on choisit. Ou une option parmi chacune des suivantes, électropistolet ou revolver à plasma, phosphore, ou électromasse et matraque laser, on verra après. Pour le patrouilleur Skitari Alpha, ce sera pareil, sauf qu'il aura la carabine à radium au lieu du fusil galvanique. Et enfin, on aura le Princeps corrodeur sicarien, très stylé, et le Princeps infiltrateur sicarien, qui pourra soit avoir éclateur à fléchette ou mitraillette, et soit arme énergétique ou matraque taser. Parmi les 9 agents, donc 10 avec la fac, on aura un Ranger Skitari mitrailleur avec électrofusil tromblon à plasma ou arquebus transuranique, hashtag Lado. Attention, on n'a rien dit. Le Ranger Skitari tireur d'élite. Et puis, tireur d'élite, on verra qu'en fait c'est un gars de base, mais c'était un tireur d'élite. On aura le Ranger Skitari Dictat, le vérificateur, et enfin on aura la même chose en patrouilleur Skitari mitrailleur avec électrofusil tromblon arquebuse, le troupier de choc qui correspond au patrouilleur de base, le Dictat, le vérificateur, et enfin, on arrive aux meilleures filles de la team, euh, les petits robots quoi. Patrouilleur Skitari, donc corrodeur sicarien assassin, avec soit griffe Discord ou couperet transonique et couperet transonique ou épée transonique. Les infiltrateurs sicariens trackers qui auront comme le leader ou l'éclateur à fléchette et ou la mitraillette et ou arme énergétique ou matraque taser. Votre kill team doit inclure plus d'agents rangers et patrouilleurs que d'agents sicariens. Pas de souci. Votre kill team peut inclure jusqu'à 2, donc maintenant 3 sicariens, et derrière la condition n'existe plus par rapport au reste puisque ça a été faqué. Et votre kill team peut inclure jusqu'à un dictat et un vérificateur. Place à la suite. En aptitude, on va avoir les impératifs doctrinaires. C'est simple, à la phase de stratégie, vous sélectionnez un impératif doctrinaire qui aura effet pour le tour. Ce qui est absolument génial maintenant et qui n'avait aucun sens avant, c'est que, en gros, avant, tu prenais le buff et tu prenais aussi la décrépitation, donc c'était chiant. Parce que du coup, tu te disais, par exemple, on va prendre le premier, le protecteur. Chaque fois qu'un agent effectue une attaque de tir, avant toute relance, si vous avez obtenu 2 touches ratées ou plus, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Tu te disais, tu prenais ça, mais en contrepartie, en mêlée,
avant toute autre lance, tu devais relancer une de tes touches critiques. Enfin, tu me dis, putain, les mecs, on joue au poker, pile ou face, comment ça se passe? Donc voilà. Maintenant, premier tour où tu l'actives, tu n'as pas la décrépitation et généralement tu te démerdes pas trop mal pour jouer qu'une seule fois un impératif pour éviter d'avoir la décrépitation derrière. Bref, tu as compris le délire. Donc, l'impératif conquérant. Quand on combat en mêlée, à l'étape de jeter les dés de combat, vous relancez une de vos attaques, hashtag corrodeur sicarien quand il va au corps à corps ou autre. L'impératif rempart, à l'étape jeter les dés de défense, avant que toute autre règle ne fasse effet. Si vous avez 2 sauvegardes ratées ou plus, vous pourrez lancer un jet de défense, un dé de défense, pourquoi pas. Ensuite, l'impératif agresseur, celui-là vous allez beaucoup l'utiliser. Vous ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement des agents de clade de chasse amis. Et enfin, il y a toujours l'impératif égalitaire où il y a rien. Donc généralement, vous allez commencer la partie avec l'agresseur en impératif pour pouvoir grappiller des points, vous projeter vers l'avant. Et ensuite, en fonction de comment sont vos sicariens, vous allez utiliser le truc pour le tir, ou alors le rempart au deuxième tour, si c'est le moment où vous allez mettre vos gars en engagé pour tirer, comme ça si vous ratez 2 saves, vous pouvez relancer une, pourquoi pas, ou alors le protecteur, ou pareil, là c'est au tir, si vous ratez deux touches, vous pouvez transformer, enfin relancer un de vos dés d'attaque. Bref, c'est toujours en fonction de la situation de votre tour. Au niveau des subterfuges, on va les aborder tout de suite, comme ça après on fera les fiches et on finira par les opés tactiques. On a le protocole martial. Jusqu'à la fin du tournant, si c'est des patrouilleurs que vous avez et qui sont à 2 pouces d'un pion d'objectif ou à 6 pouces de la zone d'insertion adverse, et qu'il effectue une attaque de tir, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Ça permet de mieux fiabiliser que l'impératif qui te fait relancer un dé. Là, pour un PC, tu as tout le monde qui en bénéficie et il est un peu plus pratique. Chaque fois, puisque là, tu n'as pas besoin d'en rater 2 pour lancer un. Ensuite, la deuxième condition, c'est chaque fois qu'un ranger, clade de chasse ami, qui ne s'est pas déplacé durant le tournant effectue une attaque de tir, en gros, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Je le trouve pénalisant. Je vous donne déjà mon avis entre les patrouilleurs et les rangers. Il y a juste le subterfuge tactique après qu'on va voir qui fait que le ranger prend son sens. Sinon, de base, les rangers, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Je trouve que leur arme lourde, elle est chiante. Elle est clairement chiante. Alors oui, tu peux aller choper la P1, on le verra après, mais je préfère les patrouilleurs qui vont pouvoir courir pour envoyer des blessures. Enfin bref, on va le voir sur le profil après, je vous redirai mon avis là-dessus. Agent accélérant, ça c'est pour les corrodeurs. Hop, un petit coup de WD-40 là dans les circuits et les mecs ils peuvent soit accomplir combattre gratuit à l'activation, soit faire 2 actions combattre. Celle-là elle est super pratique, je l'utilise tout le temps. Interférence neurostatique. Jusqu'à la fin du tournant, tant qu'un agent ennemi est à 6 pouces d'un agent infiltrateur ami, on ne demande pas à ce que ce soit visible, on demande à être à 6 pouces, donc ça c'est bien. Chaque fois qu'il combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, à l'étape jeter les dés d'attaque du combat ou de l'attaque de tir, votre adversaire ne peut pas relancer les dés d'attaque. Donc le fait d'avoir un infiltrateur qui est projeté vers l'avant, c'est pas mal pour les teams qui peuvent faire un buff pour reroll ou des trucs comme ça, ça peut être pas mal. L'approche calculée pour un PC, jusqu'à la fin du tournant, chaque attaque de tir contre un agent clade de chasse se trouvant à plus de 6 pouces des agents ennemis, à l'étape jeter les dés de défense. Si vous retenez une ou plusieurs sauvegardes critiques, vous pouvez choisir une ratée et la retenir comme normale. Celle-là, elle est très bien couplée à l'impératif doctrinaire qu'on avait vu juste au-dessus, avec l'impératif du rempart, pour fiabiliser entre guillemets vos saves. À utiliser au tour 1 ou au tour 2 quand vraiment vous sentez que la pampa, ça tape à la porte, quoi. Subterfuge tactique. L'intérêt du ranger, pour moi, il est là. Vous me direz vos avis en commentaire, bien sûr. Je n'ai pas la science infuse, je le rappelle systématiquement. Poursuivons pour un PC. Vous utilisez le subterfuge tactique à la phase de repérage de la séquence de mission. Quand vous résolvez votre option de repérage, si vous choisissez reconnaître, vous pouvez accomplir une action sprintée gratuite avec 2 agents rangers amis entièrement dans votre zone d'insertion.
C'est une petite projection gratos vers l'avant avec 2 bonhommes. Ou alors, si vous prenez infiltré au premier tournant, vous pouvez changer l'ordre de 2 agents Ranger clade de chasse amis préparés lorsque chacun d'eux est activé. Et ça, c'est bien. Mon arquebus transtyrannique que je vais jouer une fois toutes les Saint-Patrick quand il y a la pleine lune et que toutes les planètes sont alignées, là, je charrie, mais franchement, enfin, ouais. Ça peut être pratique. Ou tout simplement ton tromblon à plasma et ton arc et ton électrofusil, là, paf, tu l'actives, tu changes l'ordre. Ça, c'est balèze. Et toutes les teams qui ont un peu ce tricks-là, de pouvoir se payer cette offrande, genre les corsaires qui peuvent le faire, les Wyrmblade qui peuvent le faire, c'est toujours hyper pratique parce que ça te rajoute plus de menaces. Le mec peut rien faire en face. S'il n'a pas quelque chose pour t'empêcher d'être masqué ou autre, ou au pire, toi, au moment où tu le planques, au moment où tu l'actives, tu le bascules en termes d'ordre, tu le bouges, tu tires, voilà, le mec pourra rien faire en face. Donc ça, c'est la seule raison pour moi, encore une fois, de jouer les Rangers pour l'électrofusil et le tromblon à plasma ou l'arquebus transtyrannique si tu as envie de te faire du mal. Ordre subrogatoire, juste en dessous, un PC. Tu l'utilises quand un agent clade de chasse ami est activé. Tu choisis un impératif doctrinaire non actif pour votre kill team jusqu'à la fin du tournant. L'impératif est traité comme étant actif pour l'agent concerné à la place de l'impératif actuellement actif. T'as suivi? Il y avait beaucoup d'impératifs. Mais je sais que t'as suivi, t'es un bon, toi. Ou t'es une bonne, ça dépend. Il n'y a pas que y a pas que des mecs dans le wargame, hein. Attention, hein. Pas de machisme, les mecs. Et les dames sont tout à fait acceptées. La preuve, ma conjointe merveilleuse, c'est une joueuse également. Oui, je suis un homme complet. Calme-toi. Elle est à moi. Ça va être pratique. Si, vous le voyez l'autre là derrière là? Regardez, la chien de la casse là. Le Sam Sam. Le Samy là. Regardez. C'est pas une ombre, hein. C'est mon chien. Viens, hop. C'est cool. Et là, il s'est posé là où il n'a pas le droit de se poser. Ah bon, c'est comme ça, hein. Enfin bref. T'es pas venu pour ça? Ah, bah, ça fait partie du décor, mon pote. Donc du coup, ce truc-là va être pratique si par exemple tu as juste un corrodeur qui va aller charger et que les autres n'auront pas l'utilité d'avoir la doctrine pour avoir le combat avec la relance et tout, tu peux l'utiliser juste sur lui. Je pense que tu auras autre chose à foutre avec tes PC, mais pourquoi pas. La position cachée, j'avoue que celle-là, j'ai un peu du mal à la gérer. Un peu du mal. Tu l'utilises à l'étape placer les pions d'objectif de la séquence du mission. Bref, choisissez un agent infiltrateur, clade de chasse. L'agent ami choisi peut être placé avec un ordre dissimulation n'importe où dans la kill zone à 1 pouce d'un terrain lourd et à plus de 6 pouces des agents ennemis, des agents amis et de la zone d'insertion adverse. Autant dire que si tu es en déploiement sur la longueur du terrain, ça commence à être un poil de cul pour pouvoir le placer correctement. Bref. L'agent choisi, c'est ça qui est chiant. L'agent choisi ne peut pas avoir son ordre changé au premier tournant en vertu de l'option infiltré. Donc c'est ce qui fait qu'au premier tour, eh ben, le mec il sera forcément dissimulé. Ça c'est un peu chiantos. Ou alors, tu le joues avec l'infiltrateur qui aura l'interférence neurostatique en stratégique, qui va pouvoir un peu emmerder les rerolls du mec en face, pourquoi pas. Ou alors tu le mets à un endroit où tu es sûr que l'autre n'a pas mis de filles qui vont pouvoir le charger, etc. Et ce sera déjà un gars qui sera en position de force pour monter déjà sur un promontoire par exemple et sécuriser le promontoire, ou alors déjà être à portée d'engagement ou de tir pour aller mandaler ton adversaire T2. Ça peut être pratique aussi. Vous pouvez utiliser ce subterfuge tactique qu'une fois, donc il n'y aura qu'un seul agent qui va le faire. Et enfin, la vigueur de la force motrice, c'est un WD40++, tu récupères un des 3 points de vie perdus. Un PC pour un des 3 points de vie perdus, à mon sens, c'est cher payé, mais dans une situation ou une autre, ton mec est à 1 point de vie de moins par rapport au fait d'être blessé, ça te permet de passer au palier au-dessus et de pas être blessé, pourquoi pas. Les profils, vous allez voir, ça va aller speed so much les mecs, hein. Et les filles, oui, oui, les filles. Le Rangers qui t'arrive tireur d'élite. Il a un beau nom, mais c'est juste un mec de base comme dit, hein. Donc fusil galvanique, 4 tirs à 3+, dégâts 3 et 4, donc c'est un bolter. Mais c'est un bolter qui a lourd. Et ça casse les mouilles.
Ça casse les... Hein, t'as vu l'image. P1, donc si tu fais une critique, ça devient PA1. C'est bien. Mais le lourd, franchement, il est bien emmerdant quand même, hein. Sauf si tu joues ton Skitari tireur d'élite en fond de cours et qui fait que tirer, mais dans ce cas, autant prendre une arquebuse. Allez, le Diktat, c'est la même chose, sauf que lui, avec son datacable, pour un point d'action, il file un LPA à un agent ami visible à 6 pouces. Point barre. Et si tu as portée d'engagement, eh ben, tu le fais pas. En dessous, on a le vérificateur avec son Omnispex, pas son Nospex. Celui-là a un peu plus de valeur en plus avec les zones de fumée, mais maintenant que les Phobos aussi, ils ont leur délire, là, les petits ninjas de Space Marines, là. Pour un point d'action, tu choisis un clade de chasse ami visible à 3 pouces de lui, et tu choisis un agent ennemi, agent ennemi en face, quoi. Jusqu'à la fin du tournoi, à chaque attaque de tir de l'agent ami que tu as ciblé, pour l'attaque de tir, les zones de fumée n'ont aucun effet pour déterminer la ligne de vue jusqu'à l'agent ennemi concerné. Ça, c'est très pratique contre les fumigènes, naturellement. L'agent ennemi choisi n'est pas masqué. C'est bien chiant ça. Et l'agent ennemi choisi, si l'agent ennemi choisi est la cible, les armes de tir de l'agent ami ont la règle spéciale pas de couvert. Donc tu peux vite emmerder les gens avec ça. Grosso modo, tu vas tout le temps en mettre un dans ta team parce que ça va être vraiment hyper pratique. Et naturellement, pareil, tu ne peux pas faire ça à portée d'engagement. Comme tu peux avoir 3 agents mitrailleurs. Moi, les Rangers, j'en prends 2, l'électrofusil et le tromblon à plasma, parce que je me dis, c'est des mecs pour moi qui vont rester derrière, qui ne vont pas se projeter vers l'avant. Et là, de base, tout le temps, électrofusil, tromblon à plasma. Le troisième mitrailleur, pour ma part, et encore une fois, ça n'est que mon avis, comme les analyses que je fais quand je suis en solo, ça n'est que mon avis, mais l'arquebuse, hormis déploiement où tu as un promontoire, super ligne de vue, boum, voilà, tu le poses là-haut et tu peux tirer avec, pourquoi pas. Je lui préfère, à mon sens, dans mon style de jeu, un patrouilleur, même un troupier de choc, qu'on va voir après, qui va se projeter vers l'avant avec un ou deux corrodeurs sicariens et qui va pouvoir emmerder l'adversaire avec le blessé. Au niveau des profils, l'électrofusil avec l'étourdissant qui va réduire la paix de l'adversaire, c'est bien. C'est de la P1 de base, c'est très bien, ça fait dégâts 4 et 5, c'est encore mieux. Le tromblon à placement en dessous, deux profils, soit PA1, tu fais dégâts 5 et 6, soit PA2, par contre tu as la surchauffe, et tu fais dégâts 5 et 6. Ça fait les mêmes dégâts, c'est l'AP qui change. L'arquebuse transuranique, pourquoi est-ce que je crache littéralement sur cette arme? Parce qu'elle a encombrant. C'est comme la lance de ténèbres pour les Drukhari. Enfin, les mecs, pourquoi vous venez les emmerder avec ça? Bon, certes, s'ils te balancent une blessure mortelle, toi, avec une critique, ça te fait 3 blessures mortelles, plus derrière 3 dégâts. Ça touche à 2 plus à 4 tirs, ça fait 5 en dégâts normal. Oui, c'est une arme qui peut faire mal. Mais avec juste AP1 et encombrant, je suis désolé, elle est chiante. Elle est vraiment chiante à jouer. Parce que tu vas la laisser fond de cours, il va rien faire d'autre. Ça reste un Skitari à 7 points de vie, avec une save à 4+. Pour rappel, en comparatif, tu prends du Drukhari, tu prends de l'Eldar, tu prends du Corsair, ça a 8 PV. Ça a l'air de rien comme ça, mais le point de vie en plus, là, il fait que tu crèves pas forcément, hein. Tu restes blessé, mais tu es encore sur le terrain. Encore une fois, que mon nez. Le Skitari Ranger Alpha, il va toucher à 2+ partout et à 4+ au corps à corps. Ça a 8 points de vie, de LPA, ça va à 4+, ça c'est classique. L'électro-pistolet, hein, l'électro-fusil à portée courte. Le fusil galvanique, on l'a vu. Le pistolet à radium de mètre. Moi perso, les leaders, j'ai tendance à jouer le troupier de choc qu'on va voir en dessous avec le pistolet. Parce que j'aime bien jouer mon leader en mode un peu rush, tu vois, beaucoup jouent le leader en mode je le planque comme en V1 là, à Kill Team. Moi j'aime bien les projeter vers l'avant parce que les mecs s'en doutent pas trop, tu vois. Ils le voient avancer, ils se disent ouais c'est le leader, il prend des risques. Ah, un petit coup de revolver à phosphore là juste en dessous dans tes dents. Dégâts 4 en normal, 5 en critique, pas de couvert. À 2+, tu mets au moins 3 touches. C'est pas mal. J'aime bien, c'est pas mal. Ça vaut pas un pistolet dislocker Drukhari, mais ça c'est mon petit péché mignon. L'électromain, c'est étourdissant, on jette. La crosse, on jette. L'arme énergétique, j'aime beaucoup.
Et la matraque taser, j'aime bien, mais l'arme énergétique, pour moi, c'est un classique. Tu fais des dégâts en critique, sachant que ton mec, s'il se retrouve au corps à corps, c'est que généralement, il va se faire exploser les boulons derrière. Donc, autant jeter tes dés, obtenir une critique, et lui mettre une petite mandale comme ça à 6 dégâts, ça fera toujours un peu le taf, surtout qu'avec la létale 5+, tu le fiabilises. Ce qui va nous intéresser chez les leaders, c'est l'édite de contrôle. Quand un agent clade de chasse ami est activé à 3 pouces du leader de cet agent, vous pouvez choisir un second clade de chasse ami préparé à 3 pouces de cet agent qui est éligible pour être activé. Après avoir activé le premier agent, vous pouvez immédiatement activer le second. C'est très balèze dans le sens où ce n'est pas le leader qui, quand il s'active, il dit je désigne lui à la fin de l'activation du leader, l'autre s'active, comme tu peux le faire avec les corsaires par exemple. Là, c'est, t'as une figue à 3 pouces de lui, il va s'activer, t'as l'autre figue à 3 pouces de lui, il va s'activer. Typiquement, des corrodeurs, des infiltrateurs, ou alors l'électrofusil et le tromblon à plasma, tu les mets à côté de ton leader en début de partie, et on les déploie, on bandale, on est content, on y va. En dessous, le troupier de choc de base. Ce qui me plaisait, ce que je vous disais, c'est l'irradiation. Tant qu'un agent ennemi est visible et à 2 pouces d'un agent ayant cette aptitude, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé. Soustrait seulement 2 pouces à la caractéristique de mouvement de l'agent concerné pour être blessé s'il est activé, visible, et à 2 pouces d'agent ami ayant cette aptitude. Donc c'est balèze dans le sens où bah, les mecs ils vont un peu moins taper, vu qu'ils vont être considérés comme blessés. Euh, donc voilà. Voilà pourquoi je les joue eux, avec la carabine à radium en plus avec le perforant. Voilà, le but c'est d'aller chercher, comme les fusils éclateurs des Drukhari, c'est d'aller chercher ta perfo et de faire des dégâts 4, 4, 4, 4, 4. T'as une critique, tu transformes une normale en critique. C'est de la saturation, mais bon, c'est connu. En dessous, le diktat, on va le passer. C'est pareil que pour le ranger. Il file la LPA pour un point d'action. Pareil pour le vérificateur. Donc moi perso, ces deux-là, je les joue en patrouilleur, pas en ranger. Voilà, c'est un choix, hein. Mais parce que je vais les projeter vers l'avant. Le mitrailleur, ça va être exactement pareil, mais ça, je leur préfère les rangers pour utiliser le strata. Et l'alpha, ça va être exactement pareil que l'autre. C'est pour ça que je prends un patrouilleur alpha, parce que si déjà je le projette vers l'avant, autant que les radiations lui servent. Ensuite, en dessous, on a le corrodeur sicarien, donc ça a été faqué, hein, l'épée transonique à 5 attaques. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'épée transonique que je prends pour avoir plus de dégâts et pour avoir le perforant. À chaque attaque de tir contre cet agent, avant de jeter les dés de défense, si tu es à couvert, tu retiens un dé supplémentaire comme sauvegarde normale réussie en vertu du couvert. Donc les mecs, ils peuvent bien tenir quand même s'ils sont dissimulés, que tu en as un sur un promontoire qui va lui tirer dessus. S'il est à couvert, le mec, il en tank deux, c'est déjà pas mal, hein. Sauf si tu as de la paix en face, mais bon, je veux dire, c'est gratuit de base, donc on prend, quoi. Le Princeps, bah lui, il a pas le choix, hein, c'est Griff Discord et Pétransonique, donc j'ai envie de te dire, il n'y a que ça. Pareil, la même règle que le corrodeur. En Princeps, si je devais choisir, je prendrais celui en dessous, l'infiltrateur. L'infiltrateur sicarien tracker, moi je les joue systématiquement en mitraillette. Et en termes d'armes, je leur prends des armes énergétiques. Je préfère l'arme énergétique pour les raisons que j'ai citées juste avant, par rapport au létal 5+, l'étourdissant au corps à corps. J'ai jamais eu de game où ça m'a fait basculer le truc. Donc 10 points de vie, ça move de 6 pouces, 2 LPA, ça y va 4+, c'est très correct. Et pourquoi mitraillette et pas éclateur à fléchette? Pour la portée. Parce qu'en fonction du scénar ou autre, ben, je suis pas à l'abri que, oh bah tiens, il me faut un petit soutien à distance, bah, la mitraillette va me l'apporter. Là où l'éclateur à fléchette, il faut que je sois plus près. Alors oui, fusillade, implacable, tout ce que tu veux, mais en termes de dégâts, la mitraillette, ça va être un bolter. Donc pour moi, mitraillette, sans hésiter. L'infiltrateur sicarien, ça va être la même chose. Lui, le petit avantage qu'il a, il n'aura pas besoin d'équipement qu'on va voir juste après. Il peut accomplir une action de mission pour un point d'action de moins. Donc pourquoi je le choisirais? Ce serait juste pour ça. Si c'est une mission où justement il faut faire des actions de mission, ça peut être toujours pratique d'avoir un mec qui n'a pas besoin d'équipement pour nécessairement faire ça. Sa mitraillette elle va toucher à 2 plus en plus, et au corps à corps, il est aussi bon que les autres. Il a 11 points de vie, donc ça tank plutôt pas mal.
En termes d'équipement, et après on pourra finir par les OP tactiques, le premier relié au flux vidéo pour un point d'équipement, chaque fois que cet agent accomplit une action, état d'alerte. En gros, tu ne dégrades pas la caractéristique de CT de l'arme de tir en vertu du fait d'accomplir une action état d'alerte. Ça change un peu les choses parce que c'est bien d'avoir un agent de plus, mais du coup ça te met un petit Overwatch de moins aussi. Normal, hein, à un moment tu peux pas tout avoir. Si je devais le mettre, ce serait sur le tromblon à plasma, l'électrofusil, parce que je me dis au cas où j'ai un état d'alerte, autant tirer avec mes armes qui ouvrent le plus de bonhommes en face. Le cerveau-crâne, une fois par tournant durant l'activation de cet agent, il peut accomplir une action de mission pour un PA de moins. Très pratique de le placer, donc c'est limité à un équipement par team hein, quand il y a une petite croix. Très pratique de le mettre sur un corrodeur ou un infiltrateur qui lui va se projeter et faire l'action de mission pour un PA de moins, notamment avec l'autre qui est en dissimulé, vous savez le stratagème, le subterfuge tactique dont j'ai parlé. Ça c'est pratique. Je le mets quasiment tout le temps. Juste en dessous, ça va être pareil, sauf que la méca d'Andritz, c'est pour 2 points d'équipement aussi, mais c'est pas pour une action de mission, c'est pour l'action ramassée, pour un PA de moins. Donc pareil, généralement, je couple les deux en fonction du scénar. L'encensoir pour 2 points d'équipement. Chaque fois qu'un clade de chasse ami à 3 pouces de l'agent qui a l'encensoir est activé, vous pouvez ignorer certains ou tout modificateur à la caractéristique de mouvement de l'agent ami pour cette activation. Pour 2 points d'équipement, poubelle, il y a d'autres choses à prendre. La liaison de commandement pour le diktat, elle peut être très pratique. Alors oui, elle coûte 4 points d'équipement, mais pour 2 points d'action, si ton mec il a rien d'autre à branler, ton diktat là, qu'il n'a pas un gars à 6 pouces ou que il n'y a pas d'intérêt à booster le mec à 6 pouces de lui et qu'il est sur un pion qui contrôle et que le scénar, voilà, je parle souvent de scénar, mais c'est quand même la base du jeu, eh ben le fait de claquer ces 2 points d'action en étant à 6 pouces des agents ennemis, bien sûr, c'est la condition, bah, un PC, bah, c'est gratuit, hein. Enfin, c'est gratuit, c'est 4 points d'équipement, notamment. Les munitions enrichies, pourquoi pas? Je les ai très rarement jouées et quand je les ai jouées, j'ai pas vu l'utilité. Choisissez une carabine radium ami ou un pistolet à radium de mettre dans cet agent équipé. Ajoutez 1 à la caractéristique des dégâts normaux. Donc ça devient un bolter, ça fait pas dégâts 2 et 4, ça fait dégâts 3 et 4. On passe. Parce que généralement, bah, ton diktat ou ton vérificateur, tu vas faire un move et utiliser ton point d'action pour buff, pour booster ton pote. Ou alors tu vas être à côté de lui, faire ça et faire un sprint pour te barrer. Enfin bref, tu vas pas faire profiter ta carabine à radium. La démarche optimisée, agent corrodeur seulement, donc que les mecs de CAC. Chaque fois que cet agent est activé, il peut ignorer la première distance de 2 pouces qui parcourt pour escalader, traverser, se laisser tomber. Les corrodeurs, c'est simple. Tu mets tout le temps, la démarche optimisée. Un point et le mec il te traverse les barricades sans problème. Il s'emmerde de pas grimper. Ça vaut pas une corde chez les commandos et autres, mais c'est tellement pratique. Je, je vous donne la compo juste après. Le dernier, c'est pour le leader seulement. Tu lui files une invulnérable à 4+, agent leader seulement. Donc là, c'est pour ça que j'aime bien l'avoir, ce petit infiltrateur là. Parce qu'il a des points de vie. Il peut avoir une invue à 4+. C'est un mec qui va pouvoir encaisser quelques balles avec une invue à 4+, et emmerder les autres et prendre des points. Donc l'infiltrateur, c'est un peu mon favori en leader. Même si encore une fois, un ranger ou enfin surtout un patrouilleur dans mon cas, avec son petit pistolet à phosphore, revolver, pardon, bah il est sympa. Les OP tactiques, la première, poursuite implacable. À la fin de n'importe quel tournant, s'il n'y a aucun agent ennemi dans la kill zone à 6 pouces d'agents amis, vous marquez un point de victoire. Si vous remplissez la première condition à un ou plusieurs tournants ultérieurs, vous marquez un autre point de victoire. Alors au tour 1, tu vas la marquer. Parce que pour que le mec il soit à 6 pouces de toi, c'est que toi, tu as décidé d'aller lui chatouiller les pinceaux d'un peu trop près. Donc t'es pas trop teubé et tu peux le marquer au moins une fois. Par contre, le scorer une deuxième fois, ça devient un peu plus compliqué.
sachant que le mec, une fois que tu lui as révélé ça, soit il te laisse passer, il te laisse marquer le deuxième point comme ça, soit il va tout le temps t'envoyer un mec pour te faire chier et t'empêcher de marquer ce point. Éradication calculée au P tactique numéro 2, à la fin de n'importe quel tournant. Donc, révéler cette opératique quand un impératif doctrinaire devient actif pour la première fois pour votre kill team. À la fin de n'importe quel tournant, si un impératif est actif pour votre kill team, attention, commence à sortir la calculette, et que le total de points de vie perdus par par les agents ennemis à ce tournant est supérieur à celui des points de vie perdus des agents amis, un point de victoire. À la fin de n'importe quel tournant, si un impératif différent est actif et que le total de points de vie perdus par les agents ennemis est supérieur à celui des points de vie, c'est la même condition, tu remarques un point de victoire. Donc, tu commences déjà un peu à jouer à la roulette russe. Au tour 1, généralement, ça va être dissimulé en face. Donc au tour 2, si tu fais mal au tromblon, à l'électro, etc., pourquoi pas? Tu as les conditions qui peuvent se réunir pour faire mal. Mais voilà. Note des concepteurs, après avoir révélé cette OP tactique, nous recommandons de tenir le compte des points de vie perdus pour chaque kill team à chaque tournant. Et pas que, monsieur du concepteur. Donc, pourquoi pas? C'est pas dégueulasse comme OP tactique, ça vaut mieux que certaines autres, mais je le jouerai pas forcément. Ensuite, OP tactique numéro 3, ordre d'assassinat, ça sonne bien. Révélé à l'étape de la cible du premier tournant, votre adversaire choisit un de ses agents. S'il est neutralisé avant le quatrième tournant, vous marquez un point de victoire. Encore à la fin de la partie. Et si la première, enfin avant le quatrième tournant, donc tu as tour 1, 2, 3 pour aller le chercher. Donc si le mec il te fout un grotte ou un truc qui est chiant à aller chercher, tu l'as dans l'os. Hein. Ouais, bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et si la première condition est remplie par un agent clade de chasse ami à 3 pouces de l'agent ennemi, vous marquez un autre point de victoire. Donc là, ton corrodeur, là, il se met encore un coup de WD-40, il file, il le latte au corps à corps, et c'est gagné. Celui-là, pourquoi pas? En fonction de la team que l'autre il va jouer en face, tu peux la jouer. Si tu sais qu'en face, ça va être une kill team où il peut salement planquer son bonhomme, non. Voilà, à choisir. Moi, j'aime bien la poursuite, éventuellement l'éradication, lors d'assassinats, poker, non. Qu'est-ce que je prends moi pour finir cette analyse de faction? Qu'est-ce que je prends en unité? En termes de leader, encore une fois, j'aime bien prendre l'infiltrateur sicarien ou le patrouilleur avec le revolver à phosphore et l'électromasse ou la matraque taser, ça dépend. Pour les 10 agents restants, je mets de toute manière, si j'ai pas pris mon leader en infiltrateur, je mets les 5 sicariens derrière dans mes fils. Donc imaginons que je pars sur un leader patrouilleur, automatiquement dans mes 10 agents restants. J'en prends j'en prends 2 en corrodeur généralement pour aller chercher au corps à corps. J'en prends 3 en infiltrateur avec les mitraillettes et tout ce que je vous ai dit. Ça me fait déjà les 5 sur les 10. Les mitraillettes parce que ça va pouvoir masse-mater. Ça a plus de points de vie et ça peut tirer de loin, ça tire comme un Voltaire. Donc mitraillette, infiltrateur. Donc ça c'est mes 5 de base, tout le temps, quasiment. À la rigueur, peut-être que je peux basculer sur 3 corrodeurs et 2 infiltrateurs en fonction toujours de la kill team que j'ai en face. Et les 5 restants, un ranger tromblon à plasma, ça vous fait 6. Un ranger électrofusil, ça vous fait 7. Et les 3 restants, soit je me fais un trip et je me prends une arquebuse transuranique et je la mets en ranger pour bénéficier du tactique, ou alors je vais pallier ça avec un diktat et un vérificateur patrouilleur, et le dernier, voilà, je me fais un kiff. Soit je fais un arquebuse, soit je fais un troupier pour aller filer devant et faire la caractéristique de blesser à mes adversaires. Voilà comment je les jouerai, et voilà l'analyse des clades de chasse qui est à présent terminée. Place à la WD-40, place à la victoire pour l'Adeptus Mechanicus. On compte sur vous pour les jouer. On se retrouve très vite pour d'autres analyses où je serai en duo avec Warp Coven avec Thibaut. On fera aussi les noviciates avec Thibaut. On fera avec Paulin les Wyrmblade
Et avec les autres copains, avec sûrement Merco, on fera les Space Marines, les Phobos, et on verra aussi pour faire la team des Cultists of Chaos, qui est sortie dans la boîte Morok. On vous dit comme d'habitude à plus les Kill Teamers, portez-vous bien, ciao ciao, et à très bientôt.